Ce podcast contient du contenu sensible. Si tu es plutôt d'humeur à t'exposer juste à du contenu ensoleillé en ce moment, vaudrait peut-être mieux écouter Yao, un chanteur et slameur franco-ontarien dont les mots et le rythme te feront taper du pied à coup sûr. Merci. Au bout de ma peine, un balado d'humains qui se racontent. Au cœur de chaque épisode, un crime. Le sien, celui d'un autre ou celui qu'on aurait pu commettre. À bord de notre studio mobile, on part à la rencontre d'une personne au témoignage touchant pour comprendre comment elle s'est rendue là. On est à la recherche de vérité crue, sans flafla. Si certains ont frappé un mur et ne se sont pas encore relevés, d'autres sont enfin au bout de leur peine. Ce balado a été conçu à des fins pédagogiques afin de former la relève en sciences sociales et humaines. Les propos exprimés, présentés pour illustrer des cas réels aux étudiants et étudiantes, ne doivent en aucun cas être interprétés comme reflétant les points de vue, positions ou orientations du Collège La Cité ou de ses employés. Certains contenus sensibles pourraient heurter. Ce balado s'adresse à un public averti. Voici l'histoire d'André, coupable d'agression sexuelle. De la prison jusqu'à son retour en société, on suit André tout au long de ses démarches. D'abord pour tenter de comprendre comment une personne avec une belle vie comme lui en arrive jusqu'à commettre l'irréparable décision. Ensuite, on suit André dans son retour à la maison, où il fait face à la musique et rebâtit les liens avec sa famille et sa communauté. Il va sans dire que cette histoire est délicate et qu'il manque un morceau important, la version de la victime. Mais c'est une histoire qui met en lumière une version rarement entendue. Une personne qui avoue avoir commis les gestes, qui nous explique ce qui se passe dans la tête d'un homme qui choisit de laisser libre cours à ses fantasmes et qui, même s'il sait que c'est mal, décide de franchir la ligne de l'interdit. Ceci est une balado pour oreilles averties. Cet épisode est mixé par Isabelle Dion et Stéphanie Lepage et je m'appelle Nadine Krieger. À la suite de son arrestation, André a été incarcéré 24 heures, puis libéré sous condition de comparaître. C'était le début d'un long parcours. On l'écoute. Ça a été presque 2 ans d'attente. La pandémie s'est mêlée de ça. Alors, j'ai dû souvent remettre mes rencontres. À travers ça, j'étais marié. J'étais marié, j'étais marié et je suis encore marié. Et ma conjointe, malgré la situation, a décidé quand même de rester avec moi, de me garder. C'est surtout les enfants. Ma conjointe avait 2 filles et eux autres voulaient que je me batte. Et pour moi, c'était une façon de dire on va s'en sortir. Alors à partir de là, j'ai travaillé avec un avocat, mais j'ai aussi travaillé à trouver par moi-même les interventions, les psychologues. C'est incroyable, mais j'avais le CIAF qui avait décidé de me rencontrer. Le CIAF, c'est un centre d'aide pour les enfants d'abus sexuels, mais ils prennent aussi les personnes qui ont posé des gestes. Fait qu'ils aident ces gens-là à se préparer le pourquoi, le comprendre du geste. Fait qu'il y avait des rencontres individuelles qui se faisaient avec le CIAF à travers l'attente du procès. J'avais aussi un psychologue que je voyais, puis j'avais aussi la chance avec ma conjointe d'avoir un psychothérapeute. Alors, je voyais 3 personnes en même temps. C'était dur, mais je travaillais sur les volets, puis ça m'a aidé de comprendre mon volet personnel, mon volet familial, et surtout le volet aussi du geste comme tel que je travaillais avec le CIAF, qui m'amenait à comprendre les gestes que je posais. Ça m'a pris du temps, mais à travers tout ça, j'avais des rencontres avec l'avocat. Je pourrais jamais dire si c'est une erreur ou pas, mais quand je suis arrivé à l'interrogation, quand j'avais été arrêté, j'avais pas le goût de dire, parce qu'on m'avait conseillé, demande un avocat. Il parle seulement en présence de ton avocat. Et moi, je n'ai pas pu.
J'ai été directement franc et honnête à la première journée. Alors, j'ai raconté à l'enquêteur la situation. Il n'y avait rien comme tel, mais c'était un... Tu sais, je dis souvent avec mon psychologue, on a parlé, puis il disait que c'était un jeu. Moi, j'avais le jeu de la séduction. J'avais le goût de me faire séduire, j'avais le goût d'avoir de l'attention. Étant une famille de 7, j'étais le plus petit et j'avais des complexes. Alors, de l'attention, j'en voulais. Et quand je n'avais pas, ben on la cherche. Ça a été ma première erreur, de chercher de l'attention. Puis quand j'en ai eu, ben j'en ai profité. Je l'ai pris, cette attention-là. Sauf que l'attention a été plus loin. L'attention a été jusqu'à avoir envie, avoir un désir. Ce que j'ai compris à travers mes thérapies et à travers tout ça, c'est que je suis un homme à femme qui aime les femmes. Je trouve les femmes belles, mais il y a une conscience aussi à travers ça. Il y a la pornographie qui rentre là-dedans. Il y a les films, tout ce qu'on voit dans la pornographie est attiré vers les femmes. C'était très long, très anxieux, très dur sur le couple. Je pourrais revenir sur le couple parce que j'ai pas perdu mon couple, mais c'est très dur quand on vit sur on n'a plus confiance, le doute, l'inquiétude de ça va-tu recommencer. On finit par s'en sortir, mais ça restera toujours là. Le geste reste là, la situation reste là, mais encore aujourd'hui, j'ai ma conjointe qui imagine, qui voit. On voit à la télévision des choses, on entend à la télévision des choses, des gestes qui ont été posés dans la même situation que moi, puis que ça la ramène à ça. Même si ça fait presque 4 ans de ça, on continue encore à rester dans l'inquiétude, dans le doute. Alors, pour revenir à ma situation, c'est que l'avocat, lui, aurait voulu qu'on puisse se battre différemment, puis je voyais pas pourquoi. Pour moi, j'avais fait un geste qui était inacceptable. J'aurais dû allumer la lumière, j'aurais dû réagir, j'aurais dû agir en fonction de ça, puis je l'ai pas fait. J'étais allé en me disant, c'est pas grave, ça paraîtra pas, ça se saura pas, on le verra pas. Et au contraire, on finit toujours par payer de ses erreurs, puis j'ai payé. Ce que j'ai trouvé dur, c'est de payer quand même un prix très cher pour un geste. On se demande où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Elle se retrouve avec un salaire, 2 enfants, une maison. Et tu pries, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va être là? Est-ce qu'elle va me soutenir? Elle va accepter. C'est encore plus dur lorsque tu as un événement puis que tu n'es pas là pour soutenir ta conjointe. Sa mère est décédée pendant que j'étais incarcéré. Alors, encore une fois, tu dis, je mérite ça. Elle est encore là. Elle m'aime encore. Mais je suis pas là pour la soutenir. Je suis pas là pour... je suis pas là pour faire le rôle de mari. Je suis pas là pour faire le rôle de père. Parce que je suis en prison. Parce que j'ai été impulsif. J'ai pas réfléchi. J'ai manqué de jugement. Tout ça, même aujourd'hui, j'essaie de retourner puis de dire qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et encore une fois, je vous disais, j'ai besoin d'appréciation. Parce qu'à la fin, avant de ma situation, j'étais un petit peu en dépression. Et là, la dépréciation, le volet familial n'est pas nécessairement bien, ça allait pas bien non plus à la maison. Fait que tous les facteurs atténuants qui sont là m'ont amené à avoir envie d'être apprécié. Et quand on m'a donné cette opportunité-là, ben je l'ai pris. Puis ça faisait du bien. Puis c'était flatteur. Tu avais l'impression que tu existais ou que tu reprenais un petit peu les valeurs que tu aimais. Alors le juste est arrivé, mais comme on dit si bien, j'ai glissé dans la tentation. Et ça, ben c'est l'autre volet sexuel que souvent on oublie. On oublie qu'on a besoin de combler des choses dans notre vie. Combler l'amour, combler un appétit en mangeant, mais un appétit sexuel en regardant des vidéos. Tu sais que ta conjointe, elle l'accepte pas, mais tu le fais en secret. Et là, le secret devient le fun, parce que quand t'es caché, t'as l'impression que c'est un jeu. Tu vas te faire prendre, mais tu le fais quand même. Tu sais que c'est possible, mais tu le fais quand même. Alors,
autant que le fait d'avoir un secret, un côté caché, te donne le goût. Quand tu as la chance, tu le fais. Quand tu peux le faire, tu vas le faire. Je me disais tout le temps, c'est pas grave, ça va arrêter. Moi, juste. Puis non, tu tombes dans l'envie. Tu imagines dans l'envie. Tu imagines ce qui pourrait arriver ou ce que tu pourrais faire. Puis tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus jusqu'à temps que, oui, à un moment donné, je me suis réveillé en disant, arrête, là, c'est stupide ce que tu fais. Mais il était rendu trop tard. Alors, j'ai été incarcéré. Et là, mon objectif en rentrant, quand je suis parti, j'ai dit à ma conjointe, je vais me battre pour pouvoir avoir ma... Parce que normalement, on est aux 6 mois, je pense qu'on peut avoir une libération. T'as 4 mois. Après ça, t'as 6 mois. Puis après ça, t'as... je pense que c'est pour l'approbation, là, quand t'as fait le tiers. Quand t'as fait le 2 tiers, tu peux être libéré. Mais moi, je voulais sortir à mon 6e. Alors, je me suis battu. Je me suis battu à vouloir avoir mon 6e. Je voulais préparer mes choses, je voulais bien faire les choses. Puis pour moi, je me suis dit, tu sais, tu as beau te préparer pour aller en prison, on n'est jamais prêt à ce qu'on imagine, à comment ça va se passer. Tu peux pas voir les gens que tu vas rencontrer, tu fais juste s'imaginer. Tu imagines dans les films, tu imagines dans la vie ce que tu as entendu, mais en réalité, quand tu arrives là, c'est un autre monde. Alors, je me suis retrouvé en protection. Et en protection, tu réalises que c'est un monde à part. C'est plusieurs mondes dans un monde. Parce que tu as ceux qui peuvent plus aller dans les autres secteurs parce que c'est trop violent ou qui sont trop à la merci. C'est trop dangereux pour leur vie. C'est pour ça qu'on te met en protect. Mais tu as aussi l'itinérant qui ne pourra pas aller dans d'autres secteurs parce que son statut social ne le veut pas. Ils savent qu'ils vont se faire massacrer. Tu as les abuseurs, tu as les batteurs de femmes. Fait que tous ceux-là se retrouvent dans le même bain. Et c'est là que ta vie d'incarcération commence. Le temps. Tu sais, je regarde souvent les émissions à la télévision de télé-réalité où ils sont 24 heures enfermés dans un endroit à vivre en communauté. Ben, c'est la même chose. T'es 24 heures avec plusieurs types de personnes. Puis tu dois vivre avec eux autres. Tu dois t'adapter à leur façon, parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Il y en a qui attendent d'être encore, qui sont même pas en procès, mais qui sont pas libérés. Toi, t'es déjà en sentence. T'es déjà jugé. Puis c'est ça. Tu dois survivre à travers ça. En faisant le mieux que tu peux. C'est épeurant. C'est épeurant de dormir, c'est épeurant d'aller prendre ta douche, c'est épeurant tu te demandes tout le temps qu'est-ce qui va t'arriver. Puis tu finis par développer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un niveau de scolarité élevé. Ça l'a aidé. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'écrire des lettres pour sortir ou des lettres pour il va nous aider, il va écrire pour nous autres. Ou quand c'était le temps de compter notre argent pour, mettons, la cantine, ben j'étais le comptable. Pendant la pandémie, on a dû être isolés. Fait que pendant presque 10 jours, on n'avait pas le droit de sortir. On se lavait une fois par semaine. On avait un téléphone maison, 2 appels par semaine. Tu mangeais dans ta cellule, tu dormais dans ta cellule. Il y a même un secteur, le secteur des Protec. La cellule, on devait coucher à terre. Un sur un lit, toi à terre. Et on est dans l'hiver 2022. C'est où est-ce qu'on est tombé dans les moins 40. Les fenêtres, la glace dans les fenêtres, on mettait des papiers pour isoler. Et là, tu couches à terre. Et juste pour vous donner un exemple, je prenais les bouteilles d'eau qu'on se commandait et on remplissait d'eau bouillante pour se faire des bouillottes. Pour avoir chaud dans nos couverts. C'est ça qu'on vivait. Fait que tu te rêves le lendemain, et là, la pandémie a affecté pas mal tout le monde. Moi, entre autres. Puis, suite à ça, j'avais quand même réussi, parce qu'il y avait une aile qui avait eu la pandémie, et là, il y avait besoin de travailleurs pour préparer les plats, les ustensiles pour tout le centre d'incarcération. Alors, j'ai été sélectionné. Alors, la beauté, je pouvais sortir, aller dehors, aller pelleter, aller préparer. Et là, je devenais
Et pour moi, c'était une énergie de plus. Puis pour moi, c'était un plus. Fait que c'est sûr que je me suis aidé en faisant les choses que j'avais à faire, en faisant les bonnes choses, d'être apprécié dans ton travail, qui pouvait juste être bon dans mon dossier d'ailleurs, parce que le garde qui est ton titulaire, lui, fait un rapport sur ton attitude, ta façon de faire. Ça m'a aidé beaucoup. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est que je me suis préparé, puis j'avais la chance d'avoir le SIAF qui venait me rencontrer quand même, quand j'étais là. Il venait pour voir des détenus, puis il me rencontrait. Et la chance que j'avais, c'est qu'il me donnait des aides. Il disait, bon, ben, prépare ton dossier, il va falloir que tu te trouves un emploi. Puis là, tu dis, comment je fais pour me trouver un emploi en sortant? Fait qu'il y avait une aide qu'on pouvait à l'extérieur. Le REABEC pouvait t'aider à trouver un emploi. Fait que pendant que j'étais incarcéré, je les ai appelés, j'ai fait les démarches. Ils m'ont aidé incroyablement. Ma conjointe leur a envoyé mon CV. Fait que j'étais déjà prêt si j'avais à être libéré à mon 6e. Ce qui est dur aussi quand tu es incarcéré, de vivre, c'est une chose parce que tu deviens au quotidien. Tu prends des habitudes, puis à telle heure tu manges, à telle heure tu te couches, à telle heure tu fais telle affaire. Et là, tu développes ta créativité d'arranger ta cellule pour avoir un star parce qu'il y a toujours des lumières d'allumer. Fait que là, tu développes avec les objets que tu peux trouver une façon de vivre aisément, te faire des rideaux, te faire des choses comme ça. Comme dans les films. Exactement comme dans les films. Et quand je suis arrivé devant le comité, c'était long parce qu'il y a toujours les problèmes administratifs. Et toi, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu n'as pas avoir du contrôle avec les gardiens, tu n'as pas avoir du contrôle avec les détenus, tu n'as pas de contrôle sur l'administration. Fait que si eux autres, ils décident qu'on va leur pousser, ça sera plus loin, mais là, toi, moralement, c'est très dur. Parce que tu as l'impression d'être là, puis on te fait reculer. Tu as l'impression que tu vas y arriver, on te fait reculer. Fait que j'ai dû attendre du 28 décembre jusqu'au 3 février, où est-ce qu'on m'a donné ma libération préparatoire, qui pendant jusqu'au mois de mars, je devais me préparer avec des conditions. Et je devais trouver un emploi, je devais vraiment faire ce que j'avais parce qu'on nous demande de nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on doit préparer une lettre pour présenter au comité de comment est-ce qu'on va agir. Et j'ai eu la chance, c'est un avantage que d'autres n'ont pas, c'est que j'avais une femme et j'avais une maison. Et j'avais un moyen de transport. Fait que c'est certain que j'aurais pu venir aux maisons de transition. On aurait pu me conseiller d'aller à une maison de transition. On peut conseiller à des gens d'aller jusqu'à Sept-Îles où est-ce c'est un centre d'aide pour les personnes, mais tu es vraiment incarcéré. Sauf que tu es là-bas et on te prépare à ta sortie. Là-bas. Fait que c'est un autre genre de maison d'incarcération. Moi, j'ai pas dû passer par là. Tant mieux. Mais ça restait que je devais avoir des conditions assez sévères, puis tu y penses. Tu conduis, t'es nerveux, tu vois un policier, t'es nerveux, t'as l'impression qu'ils vont venir te chercher à tous les jours, tu dors pas bien, même si t'es libre. On a beau être libéré, même aujourd'hui, il reste que c'est un genre de prison où ce qu'on te surveille, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de manquer un rendez-vous, t'as pas le droit de manquer une signature. Puis il y a beaucoup de choses. Il y a des conditions qui sont vraiment là pour des bonnes raisons. Il y en a d'autres que tu dis pourquoi qu'on te donne ces conditions-là, mais tu dois les respecter. Puis il y a des conditions qui durent longtemps. Moi, j'en ai jusqu'en 2025. J'ai des conditions qui se terminent là, en 2023, mais j'en ai encore qui vont rester jusqu'en 2025. Puis ça, ben, tu sais, je vous disais, je suis chanceux, ma conjointe est encore là, mais je fais vivre à ma conjointe tout le temps cette espèce de peur de récidive, de peur que la police vienne cogner à ta porte pour X raisons. La peur, puis c'est une peur qui est constante à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se rapporte au geste, qui nous... Tu sais, on dit tout le temps, moi je me disais tout le temps, monte la montagne, mais que tu arrives en haut, tu vas avoir atteint ton objectif. On pense que c'est facile, mais quand tu as fait 4-5 pas, tu as un beau travail, tout va bien. Non, il y a quelque chose qui va te faire reculer. C'est-tu pour te reprendre conscience? C'est pour te ramener à la réalité? Mais tu as toujours l'impression que tu travailles 2 fois plus fort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, constamment. J'ai des conditions qui sont j'ai pas le droit de boire. Puis là, je dis pourquoi? J'ai pas le droit d'aller dans un restaurant si le bar n'est pas adjacent.
avec le restaurant. Je peux aller dans le restaurant, mais pas aller au bar-restaurant. Il y a des endroits où je peux pas aller. C'est niaiseux, je voulais aller voir un match des Olympiques, je peux pas y aller. Tu sais, j'ai demandé une permission. C'est certain que j'aurais pu aller aux Olympiques. Mais je demande la permission, puis on me dit, ben André, t'as pas le droit d'aller dans des centres communautaires. Mais je peux pas aller à l'aréna, mais je peux aller dans un centre d'achat. Je peux pas aller des conditions, bon, je disais les plages, tu sais, je pourrais pas aller à la ronde. Je pourrais pas aller, je peux pas aller aux États-Unis. Je peux pas voyager nécessairement jusqu'à prochainement. Là. Après ça, je vais pouvoir aller dans certains pays. Mais ça aussi, ça brime sur ma relation que j'avais avec ma femme où ce qu'on faisait des voyages. Des conditions qui, tu sais, tu fais quoi? Je vais aller en voyage? Faut-tu que j'aille dans un resort sans alcool? Ou faut que je fasse attention? Qui est ma situation? Puis je le fais, là, tu sais. Ça va faire depuis le 4 septembre 2021 que j'ai pas pris aucun verre de boisson. C'est un bien pour un mal, peut-être. Mais j'aurais aimé ça pouvoir prendre un verre de temps en temps, d'aller au restaurant, même si j'aimais. Mais c'est des conditions qui imposent, qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Mais ils sont là, puis tu dois les respecter. Est-ce que c'est une raison pour dire on veut voir s'il est capable de, s'il va tenir ses paroles, s'il est capable de tenir les conditions? Mais c'est des conditions qui, encore une fois, te briment sur certaines choses. Mais les autres conditions, comme je vous disais, c'est pas tout le temps nécessaire. Ça, t'aurais le goût. Je peux pas aller au cinéma à Ottawa. J'avais pas le droit d'aller à Ottawa, c'est vrai. Non. Puis si je sortais de l'Outaouais, c'était ma région, je devais demander une permission. Fait que oui, c'est arrivé à l'occasion que j'ai dû faire des démarches. Quand je sors, je dois où je vais, avec qui je vais, le véhicule que je vais avoir, à quelle heure je pars, à quelle heure je reviens, combien de temps je vais être là, l'adresse où je vais dormir. Là, ça, c'était des conditions présentement qui vont probablement tomber. Fait que je vais pouvoir plus aller sans être obligé. C'est la condition qui va rester, c'est que si je suis plus que 7 jours, ça, c'est celle qui vient avec le registre de délinquance sexuelle. Plus que 7 jours extérieurs, je dois aviser ma responsable, comme de quoi je vais être parti pendant 7 jours, si j'allais à voyager en dehors du pays. Fait que ça reste des conditions que je dois tenir puis que tu peux pas manquer. Parce que la moindre erreur, t'as beau être en condition, t'as beau être en probation, t'as beau être... S'ils sont capables de te ramener puis de dire, bon, ben, tu vas aller passer une nuit en prison jusqu'à temps qu'un juge décide, voir si. Puis t'as pas le goût de ça. Puis je sais que ma conjointe, je suis pas sûr qu'elle va accepter qu'on revienne... tu sais, juste le sentiment d'avoir des menottes, le sentiment d'avoir les pieds attachés, le sentiment d'être... t'es pas bien, de dormir dans une cellule, t'es pas bien, c'est pas le fun, t'es pris. T'es pris. Là, présentement, je suis prêt avec des conditions, mais je suis capable de vivre avec ça. Depuis ma sortie, j'ai travaillé, mais je travaille dans un domaine public avec des gens. Et je dois affronter les gens. Je dois affronter des gens que je rencontre, que je connais, qui me connaissent. Au début, je me sauvais. Je me cachais pour pas les affronter. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est ma vie. J'ai été jugé. S'ils veulent me juger, ça devient leur choix. Mais moi, on m'a jugé. Et j'étais en train de payer ma dette. Alors, si pour eux, ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas s'arrêter au jugement parce qu'on n'avancera jamais. On ne pourra jamais faire un pas en avant dans la société si on a toujours l'impression que les gens nous jugent. C'est sûr qu'ils vont nous juger. Les juges jugent, ils ont jugé parce qu'il est écrit dans les journaux. Ils ont jugé parce qu'il a été dit à la télé. Ils ont jugé parce que les autres leur ont dit. Mais il n'y a jamais personne qui est venu me voir pour me demander, pour me poser la question. Ils veulent pas nécessairement, j'ai des amis qui m'ont demandé, ils veulent pas avoir des réponses pourquoi je l'ai fait. Ils veulent juste essayer de comprendre, mais regarder, voir la personne en tant que telle. Il y en a qui sont jamais capables d'accepter, mais ma famille ne veut pas accepter pour certains. Il y en a d'autres qui ont passé par-dessus, ils ont dit, on pardonnera pas, mais on va accepter. C'est la même chose dans la société. Les gens vont accepter. Je travaille avec des gens qui connaissent ma situation, puis ils acceptent. Ils me font confiance. C'est à moi de leur prouver qu'ils ont raison. C'est à moi, j'ai mon contrôle. Je contrôle ce que je veux leur montrer qu'ils peuvent me faire confiance. J'ai été aidé par mon propriétaire d'où je travaille.
j'avais un problème d'assurance parce que ça, c'est un autre contexte dans la vie des gens. Tu sais, on dit on sort de prison, oui, mais quand t'as rien. Moi, je suis chanceux, là, je le dis encore. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai une maison, mais j'ai plus d'assurance. Les assurances ne veulent plus t'assurer. Trouve une assurance. Quand l'assurance, tu vas la trouver, elle va te payer 2, 3 fois le prix d'une assurance normale. À cause, tu as fait un geste. À cause de quoi? Je veux que tu assures mon auto. T'sais, même ton assurance vie, t'en as plus. C'est ma vie. Je paye pour ma vie. Mais tu juges. Tu juges que selon, j'ai pas le goût de t'assurer. Puis avec la famille, ben, ça reste le même contexte. Pour eux autres, ils ont des amis. Les amis de mes amis que je connais. Puis ils doivent vivre, eux autres aussi, avec les questions. Ils ont dû vivre avec les gens qui posaient des questions. Et essayer de comprendre. Puis il n'y a pas personne qui comprend. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dans ma tête. Eux autres, ils ont juste lu, ils ont juste essayé de comprendre. Elle me félicite souvent, mon intervenante, pour me dire « Tu as beaucoup de résilience. Énormément de résilience. » Puis ça prend ça, selon moi, pour toutes les personnes qui affrontent la société, d'avoir de la résilience, puis dire « C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est de même qu'il faut que je fasse. C'est de même qu'il faut que j'avance. » Puis je le vois, là, j'ai vu des gens là, qui sont sortis. J'ai vu un gars qui est revenu après 19 ans. Il était libéré, 19 ans plus tard, il revient. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis je pourrais jamais dire que ça va être fini. Je pourrais jamais dire que ce qui s'est passé, c'est en arrière de moi. Je vais toujours avoir la réalité de ma vie versus la réalité de mon événement qui va rester gravé, qui va rester là, qui va me rappeler que j'ai fait une erreur puis que je dois faire attention parce qu'on est vulnérable. Restez avec nous parce qu'après la pause, l'histoire se poursuit. Ma femme est venue me voir la première fois, le lendemain ou 2 jours après, et j'ai mangé une coupe de tape sur la gueule. De frustration puis de rage. Cette balado est un projet pédagogique du programme Technique d'intervention en criminologie du Collège La Cité à Ottawa. Si tu as aimé entendre l'histoire de notre invité, as-tu pensé que tu pourrais aussi aimer étudier dans le domaine? Tu pourrais intervenir auprès des personnes criminalisées, à risque de le devenir, et auprès des victimes. Accompagner des personnes en difficulté pour bâtir une société meilleure, c'est un travail qui est extrêmement enrichissant au plan des valeurs humaines. Nous accueillons une nouvelle cohorte étudiante à tous les mois de septembre et janvier. Inscris-toi au programme Technique d'intervention en criminologie où nous sommes avant tout coupables d'empathie. Tu sais, je dis un alcoolique, c'est dur, mais s'il décide qu'il rouvre une bière, il va ouvrir une bière. Moi, c'est pas la même chose. Je suis rentré dans son intimité parce qu'elle aussi, elle a dû subir, elle a dû entendre, elle a dû des gens qui, pour eux autres, n'ont pas compris ou qui l'ont vu comme une autre personne. Ils l'ont jugée, elle aussi. Fait qu'elle doit vivre avec ça. Puis, tu sais, on n'est pas conscient. On pense à nous, on pense ce qu'on vit, mais quand on s'arrête après puis qu'on voit qu'il y a des gens, autant ma femme, autant mes enfants qui ont dû vivre, ça aussi, tu dois le prendre en considération. Puis, les dommages que tu fais, les collatéraux, là, ils sont bien plus durs à accepter que les coups directs, souvent. Bien plus. Puis tu les vois pas, là. Mais quand tu vois après ça, que tu vois ton frère qui vient te voir et qui te pose des questions, ou quand tu vois ta sœur qui ne veut rien encore aujourd'hui me parler, parce qu'elle n'est pas prête, parce que pour elle, elle n'accepte pas. T'sais, de pardonner, c'est une chose, d'accepter, c'est une autre chose. Fait que ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Je dis pas quotidiennement, parce que, comme je vous dis, là, je me lève, je vais travailler, je fais mon travail, puis je suis satisfait. Mon patron m'a aidé, justement, il m'a trouvé une compagnie d'assurance pour que je puisse être assuré. On m'a donné, j'ai gradué dans mon travail parce qu'on m'a donné un emploi de superviseur parce qu'il disait, tu mérites plus que ça. La personne comme telle mérite plus que ça, puis j'ai eu des augmentations de salaire, puis on m'a donné des responsabilités, puis tu sais, je me dis, ça l'arrive, mais il faut que j'y croie, puis il faut que moi-même, je fasse le travail que j'ai à faire. J'aurais pu coucher dans un coin,
J'aurais pu dire je suis plus capable. J'ai trouvé dur à ma sortie, dans mes conditions, je devais participer aux rencontres du CIAF. Comme je vous disais, c'est le centre d'intervention, puis eux font des rencontres avec justement les gens qui ont posé les gestes. Et là, on est un groupe de personnes avec différents événements, que ce soit par la suite, mais toute relation, que ce soit femme battue ou que ce soit pornographie ou que ce soit attouchement, on est tous un groupe. Et dans le groupe, le CIAF, il y a 3 intervenants qui cherchent à nous faire comprendre nos gestes petit à petit. Mais c'est pas toujours facile d'ouvrir la porte puis de dire « Oh, c'est ce que j'ai fait. Oh, je suis comme ça. » C'est très dur de conscientiser. Je me couchais le soir puis je disais « Je suis vraiment comme ça? » C'est très dur de se recoucher puis de se relever le lendemain, de se regarder dans un miroir puis d'admettre qu'on est un problème, qu'on a un problème. Puis c'est ça qui est dur. T'as beau, on va te le rappeler, on va te le ramener, on va te l'expliquer, on va te donner des exemples, mais il reste que c'est toi et seulement toi qui, encore une fois, te regarde dans un miroir, puis il faut que tu admettes que tu as posé un geste, il faut que tu admettes que tu as un problème, il faut que tu admettes que faut que tu trouves une solution. Puis trouver la solution, c'est probablement le plus dur. Tu sais, on nous donne des indices, ok, on nous donne des signes avant-coureurs avant que ça l'arrive. Mais, tu sais, ces signes-là, on les comprend, on les voit. Mais, faut les mettre en pratique à tous les jours. Puis ça, c'est dur. Parce que tu penses que c'est correct. Tu penses que tu vas guérir. Je pense pas qu'on va guérir. Tu sais, moi, j'ai un problème, c'est que j'aime les femmes. Elles sont toutes belles. J'ai un problème, quand j'étais jeune, j'avais une tendance de voyeurisme. Mais pas un voyeurisme, c'était curiosité qu'on pense. Puis là, tu te mets à voir, t'aimes ça, tu te mets à entendre, ça t'excite. Et là, t'as le goût d'en voir, t'as le goût de regarder. Fait qu'aussitôt qu'il y a un trou, tu mets ton œil, aussitôt qu'il y a une craque, tu regardes. Aussitôt que t'entends, t'écoutes. Et là, tu grandis ça. Puis là, tu penses que ça, c'est pas un problème. Tu penses que c'est juste le fun. Mais c'est un problème que tu nourris à chaque fois. Toutes les fois que tu as la chance, tu le nourris. Puis tu vis avec ça en disant hein, je fais juste regarder, c'est pas grave. Mais tu prends conscience que tu violes la vie des gens en les regardant dans leur intimité. Tu violes la vie des gens quand tu les écoutes pendant qu'eux autres pensent qu'ils peuvent s'exprimer dans leur chambre à coucher, puis toi, tu les écoutes. Puis quand j'étais jeune, ça l'arrivait, là. Ça m'était arrivé, puis comme j'ai dit, ça a été des plaisirs pour moi. Je me faisais des plaisirs à ça. Puis aujourd'hui, ben, je cherche ce plaisir-là, puis je réalise que je nourris un problème. Fait que c'est là, c'est sa conscience-là qu'il faut tout le temps, continuellement, t'as pas le choix, tu peux plus arrêter de juste faire, c'est pas grave. Non, non. Quand t'as le goût de regarder par la fenêtre, faut que tu dises, non, non, c'est pas bon ce que tu fais, là. Faut pas que tu fasses ça. Quand t'as envie de ça, non, non. Et, tu sais, comme je disais, je travaille dans le public, fait que des belles femmes, il y en a. Je peux les trouver belles, mais je suis pas obligé de les désirer, là. Je suis pas obligé de fantasmer. Parce que c'est ça qu'on crée dans mon voyeurisme, c'est les fantasmes. Qu'est-ce que je crée en regardant des vidéos? C'est des fantasmes. On pense que dans la vie, ça se passe de même. C'est parce que la vidéo, c'est pas de même, ça s'est passé, là. C'est un film, là. Ça a été tourné, ça a été tout arrangé avec le gars des vues, là. Et toi, tu penses que dans la vie, ça va t'arriver, là, que tu vas marcher au dépanneur, puis qu'une fille va venir te voir, puis elle va t'inviter chez eux, puis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais toi, fait que ces fantasmes-là, ben, j'en ai eu une réalité. Puis c'est avec ça que je me bats. De ne pas avoir envie, de ne pas les nourrir, de ne pas nourrir mon désir de voyeurisme, de ne pas nourrir, même si le quotidien, là, les gens font pas exprès, là. La fille, elle a le goût de te montrer sa craque de sein, elle va te la montrer, sa craque de sein. Elle fait pas ça, elle aime ça. Et toi, tu trouves une façon de passer par-dessus, de ne pas créer tout de suite ce déclencheur-là. Puis c'est ce qu'il nous disait au CIAF, là. Quand tu déclenches, faut que tu arrêtes. Quand que ça déclenche, il faut que tu sois capable
de reprendre contrôle. J'ai été les 2 ans, depuis 2019, comme je vous disais, j'ai eu un psychologue. Ça l'aide, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir se payer un psychologue. C'est pas donné. Mais un psychologue, c'est les meilleures personnes, en tout cas le mien que j'avais, pour conscientiser sur qui je suis, comment je dois agir, comment je dois comprendre. Puis il te donne pas les trucs, il te fait prendre conscience des choses que tu dois comprendre, des trucs que tu dois faire, des gestes, des déclics qui t'amènent à tout de suite agir, te retourner, de ne pas t'enfoncer, de ne pas aller plus loin et dire c'est pas grave. Parce que tout ce que je vais porter comme geste d'aujourd'hui, ça va être grave. Enfin, je me concentre sur ma relation d'une femme qui, quand même, malgré tout ça, malgré ce qu'elle a vécu, malgré l'abandon que j'ai fait, malgré l'inquiétude, malgré le quotidien d'aujourd'hui, qui m'aime encore, qui me dit qu'il m'aime encore, même si je sais qu'elle a peur, c'est ça. C'est là-dessus qu'il faut que je m'attache, puis c'est avec ça qu'il faut que je me batte. Puis ça va être pour moi ma bataille, là. Ça va être mon cheval de Troie, ça va être ça. Ça va être quotidiennement dans sa vie, puis lui donner tout ce qu'elle mérite. Tu sais, souvent, je vais peut-être m'oublier là-dedans. C'est de prendre conscience aussi qu'on est humain, puis qu'il ne faut pas nous-mêmes s'oublier. Parce qu'on est nous-mêmes, en partant, un être humain. Avec des défauts, qu'on a tous. Moi, mes défauts, ben, ils m'ont amené en prison. Maintenant, ben, je corrige, puis faut tout simplement que je regarde droit devant, puis que la montagne, ben, faut pas que je me dise dans 1 an, je vais l'avoir montée. Je sais pas si je vais l'atteindre, cette montagne-là, mais je sais que je veux me rendre le plus haut possible. Lorsqu'ils m'ont libéré sous caution, ma femme était là et mon frère était là. Parce que là, ma femme ne voulait plus rien savoir. Elle n'acceptait pas, surtout ce qu'elle avait de venir. Fait qu'elle, c'était non, pour elle, je ne retournais pas à la maison. Mon frère, mon jeune frère, me dit tu vas venir chez nous. Je me suis en allé chez mon jeune frère. À partir de là, je devais me trouver un travail. Fait que tous les matins, je me levais, je marchais parce que j'avais pas de véhicule. J'allais dans les centres, dans les bibliothèques pour me trouver centre d'emploi, puis ces affaires-là à appliquer, puis tout le kit. Parce que j'avais le droit à rien. Fait que tu cherches. Tu cherches, puis en même temps, ben, je devais faire les démarches pour trouver de l'aide. Pour moi, c'était important de comprendre. Fait que je cherchais de l'aide. Un soir, peut-être le 4e soir, ma conjointe est arrivée avec les enfants à la maison. Les enfants voulaient me voir. Chez mon frère. Fait que on est descendu. Non, c'est pas vrai, excuse-moi. Ma femme est venue me voir la première fois. Le lendemain ou 2 jours après. Et j'ai mangé une coupe de tape saïa. De frustration, puis de rage. Parce qu'elle ne comprenait pas, puis elle n'acceptait pas, puis elle s'imaginait jamais que ça pouvait arriver à elle, puis elle pensait jamais que même en étant mariée. Après ça, elle est revenue avec les enfants. Puis on a parlé. J'ai expliqué aux enfants ce qui était arrivé. Et après ça, ils sont partis. Sans pleurs et sans grincement. Tout le monde pleurait, c'est sûr. Alors, elle est partie. Et peut-être 20 minutes plus tard, elle est rentrée. Puis elle est venue me voir toute seule. Puis elle a dit, les enfants aimeraient que tu reviennes à la maison. Elle a dit, moi, je suis pas prête. Mais parce que mes enfants le demandent, parce que mes enfants ont besoin de toi, puis ils veulent être avec toi, puis ils veulent t'aider, puis ils veulent que tu t'en sortes. Les enfants voudraient que tu reviennes à la maison. Fait que ça m'a pris 2 jours, et là, je suis retourné à la maison. Mais je suis retourné à la maison, mais c'est difficile, là. Tu vas-tu dormir dans le lit de ta femme? Es-tu capable de la toucher? Es-tu capable de? Tu veux-tu la regarder? Tu veux-tu lui donnes-tu une caresse? Ça fait mal, là. Ça fait mal, là. Tout ce que t'as dedans de toi, tu t'en veux, tu t'haïs. Tu as juste le goût d'abandonner. Tu sais, si vous me demandez, as-tu eu des idées suicidaires? La réponse, ce serait oui. Parce que tu te dis, ici ou 6 pieds sous terre, qu'est-ce qui est le plus facile? Autant qu'en prison, tu as vu, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas où tu t'en vas parce que tu es encore en attente. Mais là, tu es là, puis tu vois les fameux dommages collatéraux que je vous parle depuis tantôt sont réels, là, sont dans ta face.
Tu sais, autant que tu as ta plus jeune qui dit, tu sais, elle essaie de te donner des espoirs que c'est pas arrivé, puis que ça va changer, puis que tu sais, tout va revenir normal, que tu as la plus vieille qui, elle, broye comme une madeleine parce qu'elle voit son beau-père qui a fait quelque chose qui est inacceptable dans la société, puis qu'elle pense pas que ça pourrait être lui. Tu sais. Fait que tu vis avec ça au quotidien, là. Tu te lèves le matin, mais j'avais ma conjointe avait mis les cartes à la table, là. Ça prend ça te prend un job, ça te prend ça, tu fais ça, je veux ça, on va voir un psychologue, tu sais. Fait que, puis encore une fois, là, j'ai été chanceux parce que j'ai fait les démarches, j'étais à la bibliothèque, j'étais allé chercher des livres, tu sais, je faisais énormément d'anxiété dans ce temps-là. Fait que de vivre ça au quotidien, là, c'était vraiment, même pas, là, je viens de dire au quotidien, non, heure par heure, dans la même maison, et même moment, tu fais quoi? Là, tu veux te rendre utile, mais tu sais pas comment le faire. Tu veux être fin, mais tu as déjà été fin, mais t'es plus fin. T'es plus correct, là. Tu as fait mal. Là. Puis même aujourd'hui, encore des fois, je la regarde. Puis je regarde la peine que j'ai faite. Puis elle est encore là. Elle est encore là, je le sais qu'en dedans d'elle. Ce qui est dur, moi, je travaille fort, mais ma conjointe, elle veut pas consulter non plus. Pour des X raisons, puis c'est ses raisons, puis je la forcerai pas. Mais je me dis des fois, peut-être qu'elle aurait besoin d'évacuer la rage qu'elle a en dedans. Parce qu'on a tous ça, là. Tout le monde nous en veut. Tout le monde voudrait nous frapper, parce que on a été pas correct puis on les a fait mal. Chaque personne a leur façon d'accepter le geste. L'aîné chez nous, lui, je reste que c'est le frère. Mon père est décédé quand même depuis 2003. Ma mère, l'Alzheimer. Dieu merci. Fait que même si j'ai raconté le geste, peut-être qu'aujourd'hui, elle s'en rappelle pas. Puis pour elle, ben tant mieux, parce que j'ai pas fait vivre ça. C'est un des événements collatéraux que j'ai pas dû subir. Le plus vieux, pour lui, ce n'est un qui a dit je pardonnerai pas, mais j'accepte. Tandis que le plus jeune, il reste loin. T'es mon frère, c'est tout. Je t'inviterai pas chez nous. Mais je suis heureux de ce qui t'arrive, je suis heureux que tu t'en sortes, je suis heureux pour toi. Mais il cherchera pas nécessairement. Tandis que mon frère, avec qui j'ai vécu beaucoup, parce qu'on a seulement 14 mois de différence, on a fait notre jeunesse, notre adolescence, tout le temps un de l'autre. On s'est jamais bien aimé parce qu'on était trop différents un de l'autre. Mais aujourd'hui, on s'est rapprochés. Il était là pour m'aider, m'accepter à aller chez eux. Il était là. Encore une fois, je dis pas que lui est d'accord avec ce qui s'est passé, mais pour lui, c'était important que j'aille du support, puis il me le donne. Même aujourd'hui, il me le donne encore, puis c'est celui que je vais appeler, que je vais envoyer un message, puis qui va tout de suite me répondre. Tandis que ma soeur, pour elle, après un an, j'ai demandé est-ce que tu aurais le goût que je pense qu'on puisse jaser? Puis elle a dit non, je suis pas prête. Puis ça restait là. Elle, pour elle, c'est, tu sais, je vais envoyer des messages. J'ai souhaité bonne fête des mères. Elle me répond, mais c'est sans plus, ça s'arrête, c'est une barre. Fait que c'est dur, mais comme je dis, c'est rien que le fait de sentir, malgré le fait, que j'ai le droit, que je suis pas banni, que je suis pas, j'ai pas la lettre, là, je suis pas étiqueté. C'est sûr qu'ils viennent pas chez moi, je les invite, puis je lui dis, tu viens. Je vais déjeuner avec ma mère, puis je l'invite tout le monde. Puis ceux qui sont là, c'est toujours les mêmes. Les autres, ils ont des raisons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vis comme ça maintenant. C'est plate. Est-ce qu'un événement familial, est-ce que, tu sais, c'est dur, là, t'as une personne qui décède, je vais faire quoi? Je vais-tu y aller? Je vais-tu me présenter? Je fais partie de la famille, je vais assumer. Mais ça sera pas nécessairement facile. Fait que j'anticipe pas lorsque j'arriverai au pont, je traverserai. Mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Leur choix, c'est le leur. Moi, je fais ce que j'ai à faire, puis pour l'instant, ce que j'ai à faire, c'est, comme je vous dis encore une fois, ma femme, ma famille, c'est ça qui est important présentement. C'était à mon travail, c'est certain que je travaille avec le public, puis c'était une de mes peurs. C'était une de mes peurs de toujours rencontrer quelqu'un. Fait qu'au début, quand j'ai commencé à travailler là, si on regarde là, mon cheminement, je suis sorti en février
2022, puis j'ai trouvé un emploi le 5 mars 2022, que je commençais à travailler. C'était mes peurs. Mes peurs, puis j'ai vu des gens, je voyais des gens que je reconnaissais, et honnêtement, j'évitais. J'évitais de peur de qu'est-ce qu'il allait dire ou qu'est-ce qu'il allait faire. Mais à un moment donné, bon, ben, sans t'en rendre compte, ça va arriver, là. Tu vas retourner un coin, puis tu vas faire face à face à quelqu'un que tu connais. C'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai plusieurs événements, là, dont à un moment donné, je suis au comptoir et en me retournant, la personne qui est là, de où je travaillais, elle a eu une réaction genre « Hey, comment ça va? » avec un sourire. Mais la deuxième réaction, elle a perdu son sourire. Tu sais, t'es le bon gars. Hey, je te connais. Mais oups, t'es le gars qui a fait quelque chose de pas correct. J'ai quand même servi. Ça a resté froid. Ça arrive à plusieurs reprises que j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai travaillé, qu'au début voient le bon gars, mais leur réaction rappelle que j'ai fait quelque chose de bon. J'ai un que j'ai vu arriver à un moment donné sans m'en rendre compte, qu'elle m'a regardé en me pointant du doigt, elle m'a demandé « Viens ici, il faut que je te parle ». Et la seule chose qu'elle me dit, c'est « Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? » Puis là, à partir de là, je réalisais que je suis un être humain, que j'ai le droit à une deuxième chance, qu'il y a des gens qui acceptent, puis il y a des gens qui, pour eux, de voir qu'on avance, qu'on s'en sort, sont contents pour nous autres. Fait qu'à partir de là, ma confiance, tu sais, oui, on peut bien faire de résilience là, comme on veut, surtout dans où ce qu'on est, parce que j'aurais pu trouver un emploi où ce que je me cache. J'aurais pu aller travailler dans une usine, ou j'aurais pu aller travailler comme vidangeur ou comme chauffeur de livraison. Mais j'étais une personne à public. Puis je devais l'affronter, puis pour moi, c'était un gros défi, puis un défi que je relève au quotidien, là, même encore. J'ai vu des gens, j'ai vu un ami qui est arrivé que pour lui, il m'a pas pardonné, mais que petit à petit, oups, on a commencé à plus se parler. Je dis pas que c'est parfait, là. Je dis pas qu'il va me pardonner ou je dis pas qu'on va continuer à être des amis, mais il a quand même pris le temps de me parler. Merci André pour ton témoignage. On te souhaite du succès dans la poursuite de tes démarches de réinsertion dans la société parce qu'on considère que tout le monde a droit à une deuxième chance. Merci Isabelle Dion du BIC qui est venue nous prêter main forte quand on a réalisé que faire du podcast, c'est pas si simple qu'on pense. Mais avant de se quitter, on avait une dernière question pour André. André, es-tu au bout de ta peine? Non. On pourra jamais... La peine, on va pouvoir l'atténuer, mais elle va toujours rester. On sort un gars de prison, mais on sort pas nécessairement la prison du gars. Fait qu'il va rester toujours des cicatrices, il va toujours rester des gens autour de toi qui vont te le rappeler, il va toujours rester des gens proches que t'aimes, à qui te fait de la peine, qui vont toujours dans leurs yeux, ils vont voir quand même la personne qui les a blessés. Fait que on n'est pas au bout de la peine, mais quand on s'en sort, on réussit à pouvoir, tu sais, on dit tout le temps la lumière au bout du tunnel. Ben, moi, je vois une lumière au bout du tunnel. Moi, pour la suite, je veux juste que les choses aillent juste mieux.